Take a look at what happened. On a tenté d'assassiner Donald Trump. Avec cette tentative de meurtre, il devient nécessaire d'ouvrir les yeux sur les dangers graves qui guettent la démocratie dans un monde politique tendu. Mais ce n'est pas la première fois qu'on s'en prend à des politiciens. Il y a eu des attentats contre des présidents américains, des papes et des rois. Les périodes de crise des sociétés cumulent souvent vers des assassinats politiques. Pensons à l'Allemagne d'avant la Seconde Guerre mondiale ou à l'Espagne des années 30 avant la guerre civile. Durant l'Antiquité romaine, lorsque Jules César est assassiné, Rome est en période de crise. Le système républicain fonctionne depuis des siècles, mais semble se fatiguer. Plusieurs généraux estiment que Rome possède un trop grand territoire pour être géré par plusieurs personnes. Selon eux, un seul homme à la tête de Rome serait une meilleure décision. C'est là où Jules César est perçu comme potentiellement dangereux pour les républicains, car César est un militaire aimé de la population et, étant donné son titre de dictateur à vie, pourrait aspirer à être couronné. L'éliminer devient une solution. En attaquant un politicien, qu'est-ce qu'on attaque? On n'attaque pas seulement un individu, on attaque ce qu'il représente, on attaque un symbole. En commettant un assassinat politique, on veut faire disparaître ou du moins taire des symboles qui dérangent. Cependant, l'erreur de compréhension qui est faite par plusieurs, c'est que l'on confond le message et le messager. En d'autres mots, certains croient qu'en éliminant une personne, on élimine le message qu'il porte. Il n'y a rien de plus faux. D'ailleurs, souvent, après l'assassinat, le messager et le message se cristallisent dans la mémoire collective. En mourant sauvagement, le messager devient un martyr et un héros. En tuant Martin Luther King, on légitimise encore plus ses actions et plusieurs vont être poussés à poursuivre son combat pour la liberté des Afro-Américains. Et quand on rate un assassinat, cela renforce les convictions et la détermination de la personne visée. Le message et le messager deviennent encore plus forts. Qui commet des assassinats politiques? Si on simplifie à l'extrême, il existe deux groupes distincts d'assassins politiques. Ceux qui agissent avec l'aide d'un groupe et ceux qui agissent seuls. Le premier groupe pourrait s'appeler les assassins mandatés. Ce sont ceux qui reçoivent le mandat d'assassiner une personne. Ça a l'air tiré par les cheveux, mais ça arrive. Évidemment, ils sont peu nombreux et sont souvent à la botte de groupes ou du moins d'idéologies qui les dépassent. Ils agissent pour des intérêts plus grands que leur propre personne. Évidemment, avec les assassins mandatés, il faut faire attention pour ne pas flirter avec les théories du complot. Le deuxième groupe se compose de ce que l'on nomme des loups solitaires, c'est-à-dire qu'ils agissent seuls et n'ont même parfois aucune amertume envers la victime. Parmi les deux groupes d'assassins politiques, celui-ci est le plus nombreux. Bien sûr, dans ce type de profil, la maladie mentale fait souvent partie de l'équation. Ce sont d'ailleurs souvent des gens qui admirent la personne qu'ils projettent d'assassiner. On sort un peu de l'assassinat politique, mais je pense au meurtre de John Lennon, où le tueur était un fan des Beatles. L'idée d'entrer dans l'histoire en étant associé à jamais à une figure marquante peut être une source de motivation pour certains. Aujourd'hui, il n'est plus possible de séparer Abraham Lincoln de son assassinat, et son assassinat le relie à son assassin. C'est la même chose avec John F. Kennedy, et on pourrait en nommer plusieurs comme ça au fil de l'histoire. Encore aujourd'hui, les historiens tentent de cerner l'homme derrière l'assassinat du roi de France Henri IV. Des questions resteront toujours sans réponse. Qui était ce fanatique religieux qui a mis fin sauvagement au jour du roi de France? Est-ce qu'il était saint l'esprit? Est-ce qu'il a agi seul? Pourquoi s'en est-il pris au roi? Est-ce qu'il a été outillé pour se retrouver sur son chemin? Qui dit assassinat politique dit théorie du complot. C'est indissociable. Quand un événement d'une grande ampleur se produit, on est porté à croire que ce ne peut pas être un simple hasard. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus grand pour expliquer les événements. En résumé, on cherche à faire simple face à des événements chaotiques. Voilà pourquoi il faut faire attention et bien s'informer. Nous sommes toujours susceptibles de tomber dans des théories du complot. Je n'irai pas plus loin sur le sujet des théories conspirationnistes, mis à part pour conclure qu'il faut faire attention pour ne pas sauter trop vite aux conclusions. Si les assassinats politiques arrivent dans tous les systèmes politiques, même dans les démocraties, ces meurtres sont des rappels que les systèmes démocratiques sont fragiles. Le cas des États-Unis est intéressant puisque ce pays compte un nombre impressionnant de tentatives d'assassinat contre des politiciens. Il y a eu des tentatives contre Ronald Reagan, George W. Bush, dont une grenade arrive à proximité mais n'explose pas. On a envoyé des lettres empoisonnées à Barack Obama et j'en passe. À peu près tous les présidents américains ont connu au moins un épisode de tentative d'assassinat. En 2022, un homme entre par infraction chez Nancy Pelosi pour enlever la politicienne. La femme n'est pas sur les lieux, mais Paul Pelosi, son mari, s'y trouve. L'assaillant violente le vieil homme avec un marteau. La victime en gardera des séquelles pour le restant de ses jours. En réponse à cette violence, Donald Trump ne trouve rien de mieux que de se moquer de Paul Pelosi. Sans étonnement, quand une tentative d'assassinat visera Donald Trump 2 ans plus tard, il ne s'en moquera pas.
Évidemment, avec Donald Trump, ce n'est pas la première fois que la règle de 2 poids 2 mesures s'applique. Les endroits où les violences par arme à feu sont moins importantes ne sont pas à l'abri d'un attentat politique. Par exemple, le Québec a déjà connu des attentats contre ses politiciens. Je pense précisément à la tuerie à l'intérieur du Parlement en 1984, où le caporal Lortie voulait assassiner René Lévesque. Plus récemment, il y a aussi eu l'attentat du Métropolis contre Pauline Marois en 2012. Le tireur voulait tuer le plus de séparatistes possible. Qui sait comment la soirée se serait terminée si son arme ne s'était pas enrayée. Depuis la pandémie de COVID-19, partout en Occident, les menaces de mort contre les élus se sont multipliées. Alors comment éviter des attentats politiques? Un meilleur contrôle des armes à feu est une piste de solution majeure. Mais dans une échelle plus personnelle, nous pouvons faire attention à la manière dont nous parlons de politiciens que nous n'aimons pas particulièrement. Il ne faut pas oublier que nous participons tous à un climat social.